Je me présente, je suis Michèle Asselin, directrice de la COSI, et c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir pour cette deuxième journée du premier rendez-vous de la COSI en éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, on a fait un boulot très stimulant hier et nous allons le poursuivre et le conclure d'ici 11 heures cet avant-midi, parce que vous savez qu'à partir de 11 heures, c'est l'équipe de la solidarité internationale du ministère des Relations internationales et de la francophonie qui va vous solliciter votre opinion sur le développement des programmes au sein du ministère, des programmes en éducation à la citoyenneté mondiale. Comme je le disais hier, mais il y a des personnes nouvelles qui se joignent ce matin, c'est une démarche distincte, mais que nous avons envisagée en complémentarité et conjointement. Donc, bienvenue à cette deuxième journée. Pour commencer cette deuxième journée, nous avons demandé à 3 délégués d'organismes membres de la COSI d'être des observateurs avisés, des grandes oreilles, et aussi à partir de leurs propres pratiques et expériences, vous allez voir que c'est 3 personnes de grande expérience, de nous donner leur point de vue sur la journée d'hier et aussi leur propre perspective au niveau de l'éducation à la citoyenneté mondiale et leur perspective qu'elles veulent partager en tant que réseau que nous sommes la COSI. Alors, sans plus tarder, je vous présente ces 3 personnes généreuses et ces personnes avisées qui vont ouvrir l'échange ce matin. Alors, il y a Molly Kane, qui est à ma droite, qui est directrice de l'entraide missionnaire. Monsieur Jean-Claude Laure, qui est directeur du comité de solidarité de Trois-Rivières. Jean-Marc. J'ai dit Jean-Claude. C'est parce que il y a un cinéaste. En fait, il y a 2 Laure très populaires et connus au Québec. Il y a le cinéaste et il y a le directeur du comité de solidarité de Trois-Rivières. Pourtant, c'est écrit, hein? Je te connais, mais enfin. Bref, toutes mes excuses, Jean-Marc. Et Philippe Tousignan, à ma gauche, qui est directeur d'Éduc Connexion, un programme en éducation à la citoyenneté mondiale de Connexion Justice sociale. Alors, donc, on avait convenu, c'est qui commençait? Moi, je suis la dernière. Ah, donc, c'est Jean-Marc ou Philippe qui ouvre le bal? Ça me dérange pas, comme tu veux. Je me lance? Je me lance? Ouais. Alors, on part. Est-ce que ça va comme ça? C'est bon? Pour Jean-Claude et Jean-Marc, ben, en plus, moi, mon président de conseil d'administration que j'ai depuis toujours, là, il s'appelle Jean-Claude. Fait que par chez nous aussi, tout le monde se mélange, de Jean-Marc, Jean-Claude. Alors, c'est ça, au comité de solidarité à Trois-Rivières, on a une réputation, en fait, là, depuis longtemps. Ça fait 43 ans, presque 44 qu'on est là. On a une réputation d'être une organisation qui est assez militante. Ça vient de loin, en fait. Ça vient de l'événement qui a été à l'origine de la création du comité, c'est-à-dire le 11 septembre 73, quand le général Pinochet a fait son coup d'État au Chili, avec l'aide de la CIA, ce qui a été avéré pas longtemps après. En fait, une semaine plus tard, c'était une semaine après cet événement-là, il y avait des jeunes étudiants de par chez nous, des rêveurs, des idéalistes là, qui ont réuni 200 personnes à peu près dans une salle. Et là, le comité de solidarité est parti. Il n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Ça a toujours été, ça a changé de nom évidemment à travers les décennies, mais ça a toujours été le même comité avec la même ADN, c'est-à-dire une ADN qui est celle de favoriser le changement social, de dénoncer des situations, puis de mettre en œuvre des alternatives pour les régler. Par rapport à la journée d'hier, moi,
en fait, je suis personnellement, et au comité, je suis certain que c'est la même chose. On est très, très à l'aise avec tout ce qui s'est dit, les savoirs, l'importance des savoir-faire, des savoir-être. Euh, on est très, très à l'aise également avec la mission de la COSI, très, très à l'aise avec toute la déclaration du Québec qui a été adoptée en 1996. Je pense qu'on est vraiment dans notre élément au sein de la COSI, puis on sait qu'à la COSI, il y a toujours eu une place très, très grande pour les organisations de solidarité internationale dont la mission principale est celle de faire de l'éducation à la solidarité. Ça, on est très bien ici. Toute la journée d'hier a été quelque chose je pense, qui nous permet d'avancer beaucoup dans toute la définition, la théorisation, le cadre de référence en ECM. Et je pense que ça, c'est très positif. À ce moment-là, ce que je vais faire, moi, je vais tenter fidèle à la tradition du comité, en tout cas, d'essayer de placer des événements, des situations, nommer des problématiques, et faire en sorte qu'on ait toujours la préoccupation de s'attaquer aux causes des problèmes plutôt que de saupoudrer des sparadraps sur des conséquences, des fois qui ne changent rien dans les situations. Donc, très, très rapidement, dans le fond, je vais en enligner une coupe. Puis si vous avez ouvert vos fils de nouvelles ce matin puis hier soir, là, vous avez vu qu'il y avait déjà des choses qui pourraient nous préoccuper, là. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui vivent avec avec moins de 2 dollars par jour. Donc, c'est quand même assez préoccupant comme chiffre. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pas plus tard qu'il y a environ une dizaine de jours, 2 semaines, Oxfam qui nous annonçait que, juste à la veille du sommet économique de Davos, qui nous annonçait que les 8 personnes les plus riches de la Terre possèdent à elles seules plus que, ou autant, en fait, que la moitié de l'humanité qui est la moins riche, donc la plus pauvre. 8 personnes. Euh, on se rappellera que dans notre fabuleux monde d'aujourd'hui, il y a encore la communauté des nations, appelons ça comme ça, dépense environ 1700 milliards de dollars en armement, en guerre, militarisation de toutes sortes, et que seulement une fraction, ça on le répète toujours, mais je pense qu'il faut le répéter, une fraction seulement, je pense que c'est 1/5 de cette somme-là, chaque année, suffirait pour régler la majorité des problèmes sur lesquels nous autres on travaille. Les soins de santé de base, l'éducation pour tous et pour toutes, l'élimination de la pauvreté extrême. Et je pense pas me tromper en disant, j'ai lu ça sur un document américain, que en bonus, à partir de la même fraction, le même 1/5 de dépenses militaires, on pourrait en plus, en bonus, régler le problème des changements climatiques, là, en tout cas ses effets les plus néfastes. Donc, assez gros problème. Rappelons-nous aussi, en termes de contexte, là, que le 1% de gens le plus riche du monde cache, selon un analyste américain, là, 21 000 milliards de dollars dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux. Donc, autant d'argent qui ne peut pas aller aux causes que nous, on défend. L'éducation, la santé, l'élimination de la pauvreté, la construction de routes, la construction d'écoles, la construction d'hôpitaux, des travailleurs sociaux, des enseignants, des enseignantes, et ainsi de suite. Et c'est important aussi de se rappeler que la raison pour laquelle les paradis fiscaux existent, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent les avoir, évidemment, mais c'est qu'il y a des gens qui s'achètent littéralement des politiciens. Il y en a d'autres qui disent, il y a des gens qui colonisent les milieux politiques et les parlements pour passer des lois pour permettre l'existence de paradis fiscaux. Donc, on a un rôle politique à jouer important dans ce domaine-là. Rappelons-nous qu'on vit dans un système économique qui, même quand il va très très bien, en fait, quand on est dans une période de croissance où tout le monde, les indicateurs, le PIB, tout ça sont au beau fixe, le 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, de fond, peut baisser à 1,8 milliard, 1,9 milliard, mais il y a encore presque autant de monde finalement dans ce système économique-là, quand il va bien, qui vivent dans la pauvreté extrême. Rappelons-nous que c'est un système qui se nourrit de l'exploitation des gens.
ici un peu, beaucoup dans les pays en développement, un système qui se nourrit de vente d'armes, de guerre, de détresse, de destruction, un système qui menace à moyen et à long terme, à moyen terme, la survie même de l'humanité. On est à 1-2 degrés finalement de la catastrophe climatique. Encore hier, là, il y avait le niveau de, d'ici 2100, le niveau des mers pourrait monter de 2 à 2,5 mètres. Donc, la survie de l'humanité, finalement, est menacée d'ici, 100, 200, 300 ans. Et on sent que le système n'est pas nécessairement remis en question à une échelle assez grande pour que ça change rapidement. Euh, pour toutes ces raisons, il y en a d'autres, là, il y en a beaucoup d'autres, mais enfin, je pense, moi, que on a avantage à dire, à redire, à répéter que l'ECM doit être la priorité des priorités. On doit mettre, c'est notre rôle de mettre le public au courant des problématiques, de leur faire savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, de leur faire comprendre les situations. Ensuite, de les amener à réfléchir à des alternatives et de leur proposer nous-mêmes des alternatives et de mettre, enfin, de mobiliser finalement. Le CIEM doit servir également à mobiliser les organisations, les gens, les jeunes, les moins jeunes, pour faire en sorte qu'on arrive à un changement qui est durable et qui est viable pour l'ensemble de l'humanité. Hier, il y a une chose importante qu'on n'a pas nommée, qu'on n'a pas dit. En fait, on le dit que la priorité des priorités, ça doit être le CM. Mais en fait, si on fait des stages, faire des stages à l'étranger, c'est excellent, c'est bien. On en fait au comité de solidarité. Faire de la coopération internationale, c'est excellent aussi. On en fait aussi au comité de solidarité. Beaucoup d'organismes en font. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention pour ne pas faire que cela, parce que éventuellement, c'est très facile de rentrer dans le tordeur, puis de mettre en place toutes les structures administratives qu'il faut pour faire ces projets-là. Mais à la limite, quand on finit par perdre la raison pour laquelle on fait des choses, on ne fait que gérer des programmes, puis finalement, on se rend compte qu'on finit par gérer une business. On ne change pas les problèmes, on ne règle pas des problèmes qui sont finalement ce qu'on pourrait appeler la cause des causes, la cause des problèmes. Quelle est-elle cette cause-là? Puis c'est là-dessus qu'il faut agir. Et toutes nos actions en ECM doivent s'inspirer de ce qui se fait, oui, dans les stages, de ce qui se fait dans la coopération internationale, mais doivent viser toujours le but que ce qu'on veut finalement, c'est que ça ne dure pas, ces problèmes-là, puis on veut les changer. Donc, pour ça que dans ma tête, le plan d'action qu'on va faire en ECM, il doit absolument tenir compte merci, il doit absolument tenir compte de cette problématique-là, le contexte. Je pense que Molly va en reparler aussi du contexte social, mais c'est majeur. On n'est pas là pour faire des activités, proposer des activités aux gens. Oui, mais on est toujours, ces activités-là doivent s'inscrire finalement dans une volonté de changer les choses. Et juste une dernière chose, je pense que je vais rentrer dans mon temps, juste pour rectifier quelque chose qui a été dit hier 2 fois que j'ai entendu à propos du 10% qu'on ne peut pas consacrer à des activités de plaidoyer. Il y a une nuance à ça, et ça concerne seulement les organisations qui ont des numéros de charité. Et comme c'est une loi fédérale, dans le fond, ça dit que les organismes de charité qui récoltent de l'argent ne peuvent pas dépenser plus que 10% des sommes qu'elles ont récoltées à des activités politiques. Donc, hier, on parlait d'activités de plaidoyer. Il y a une petite nuance à faire entre les deux. On parle bien d'activités politiques, ce qui permet en fait aux organisations comme les nôtres un peu plus de latitude. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas le droit de faire finalement, ou enfin, on n'a pas le droit de dépasser plus que 10%, c'est de dénoncer un gouvernement, des politiciens en particulier, un parti politique, mais on peut faire le plaidoyer qu'on aime faire habituellement. Alors, merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Philippe Tousillan, qui est à ma gauche. Super. Merci beaucoup, Michel, pour l'introduction. Merci, Jean-Marc. Merci, Molly, également, de partager la table.
Bonjour à tout le monde. J'ai de la difficulté à commencer quelque chose sans dire bonjour à tout le monde. C'est vraiment important. Puis si c'était dans ma classe, on ferait un tour de table pour que tout le monde puisse se présenter à nouveau, mais là, on n'a pas le temps matin. Donc, je vais limiter mon intervention à 3 remarques générales. Certains ont des liens, certains un peu moins. Je pense que... Et je rajoutais une statistique à ce que Jean-Marc a mentionné. 46% de perte de la biodiversité en 40 ans. C'est nos écosystèmes qui s'effondrent. Ben à ça, on doit répondre, puis on doit répondre avec force, on doit répondre avec un projet de société. Et je pense qu'on est en train de construire ça en ce moment, ce qui est très, très, très excitant. Je revenais à la maison hier soir, je me suis couché beaucoup trop tard, discuté toute la nuit avec Émilie, ma conjointe. Euh, c'est pas comme la voisine, c'est ça. On est quand même dans la même maison. Euh, Puis, je lui disais à quel point en ce moment on était en train de définir quel type de citoyennes et de citoyens voulions-nous créer au Québec pour le futur. Des citoyens capables d'agir sur la société québécoise et sur la société mondiale. Euh, et avec ça, maintenant, j'ajouterais, il y a un risque qui s'expose un peu à nous. Euh, Cet après-midi, en fait, à partir de 11 heures, on va discuter de financement. On va discuter et euh, ça va nous ramener des fois à des considérations aussi très terre à terre. Mais faut continuer d'alimenter ce rêve-là. Qu'est-ce qu'on veut comme modèle de citoyen pour régler tous ces problèmes-là qu'on a dans la société? Et ensuite, on regardera les moyens dont on dispose une fois qu'on aura fait notre rêve. Euh, mais continuons de rêver, continuons de poursuivre ça. Si on peut mettre des structures en place pour poursuivre ce rêve-là, pour poursuivre la construction de ce modèle-là, d'un cadre de référence, etc., je pense que ce sont d'excellentes pistes d'action. Ça nous prend une stratégie complète pour repenser l'éducation. Et j'en viendrai juste à un exemple avec Disney. Disney utilise en 3 équipes à chaque fois qu'un nouveau film est conçu. Ils ont une équipe de rêveurs. Ils vont se rassembler, leurs plus grands idéalistes vont se rassembler autour de la table et penser à tous les projets les plus hallucinants en évitant tous les acteurs de leurs rêves. Johnny Depp, etc. Bon, bravo. Éventuellement, le projet est passé aux logisticiens qui vont faire le calcul méthodique des coûts de chacune des opérations, d'engager chacun de ces acteurs-là. Et finalement, le projet est passé aux réalistes ou aux comptables qui vont dire, ouais, bon, ben, Johnny Depp, etc., etc., tout ça va nous coûter très cher, mais voici les limitations. Et des balises sont fixées et le cadre est ensuite repassé aux rêveurs qui vont devoir repenser et décider quelles stratégies vont être adoptées pour bien arriver au rêve tout en prenant en compte les limitations. Mais tout ça pour dire, et c'est en fin de compte, c'est une manière pour moi de rappeler l'importance du processus qu'on a débuté hier. Si on ne commence pas par un rêve, on limite parfois nos options par la définition des moyens financiers qui sont à notre disposition et on agit parfois un peu avec des œillères comme ça et on ne se rend pas compte qu'il y a une personne merveilleuse qui est assise à ma droite. Oui, j'aime ça être têteux un peu de temps en temps. Ben, on ne se rend pas compte des fois des moyens qui sont à notre portée, mais pour ça, il faut se permettre de rêver, il faut définir ce projet de société-là ensemble. Ce serait ma première remarque, puis j'exulte de joie que nous ayons pu amorcer ce processus-là ensemble hier. Maintenant, deuxième point. Tout connecté mais différent. L'arrimage au système scolaire. Ça, j'en fais mon dada depuis plusieurs années déjà, à quel point on peut entrer en correspondance ou non avec le milieu scolaire. Et il y a un piège qui serait de considérer que l'éducation au vrai changement ne se ferait qu'à l'extérieur du système scolaire. Faut pas tomber dans le piège de réifier le système scolaire un peu à la manière dont on nous a mis en garde hier de réifier les cultures et de fixer les cultures en disant que ce sont des entités fixes, puis etc., etc. Au contraire, le milieu scolaire est très dynamique et il y a beaucoup à faire. Et je vous dirais, il y aurait 2 rêves à travers ça. L'un étant de voir comment est-ce qu'on peut davantage s'arrimer. Parce que lorsqu'on arrive à arrimer nos activités au milieu scolaire,
et surtout lorsqu'on est capable d'avoir des activités qui ont des phases de transfert de connaissances, etc., pour vraiment prendre appui sur les structures en place, les connaissances des enseignantes et au fond des spécialistes qui au quotidien œuvrent auprès des élèves, on n'est pas en train de dire une chose qui ensuite tout le reste de la société va conditionner nos jeunes à faire exactement le contraire. Non, on vient s'inscrire dans un processus puis on veut prendre appui sur certaines bases qui sont très solides chez des enseignantes ou même au sein du cursus scolaire. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on peut faire un travail d'arrimage qui pourrait être très, très, très bénéfique. Et ça, on l'a vu par certaines de nos activités où à partir du moment où on les a arrimés dans le cursus, c'est x5 le nombre d'enseignants qui décidaient de les utiliser, de les adopter. Mais on voyait aussi une portée à plus long terme sur le comportement des jeunes. Maintenant, je vous dirais, arrimage, c'est une chose, mais il ne faut pas s'empêcher de repenser le système scolaire comme tel. Notre modèle de citoyenne et de citoyen, si on arrive à se créer un beau cadre de référence avec tout ça, pourquoi pas en faire des propositions au ministère de l'Éducation et faire tout un démarchage pour inscrire en même temps notre démarche au sein du cursus. On est à une époque où on va redéfinir éthique et culture religieuse, citoyenneté. Beaucoup de ces choses-là sont dans l'air du temps, ça se parle dans les médias, des différentes visions de ce qu'est la citoyenneté du monde et s'affrontent. Un citoyen universel qui a des racines de la culture québécoise ou un citoyen qui s'enracine dans la culture québécoise renouvelle son engagement envers sa communauté, envers lui-même, envers ses proches, envers les autres et éventuellement envers le monde, et comment on peut construire ce continuum-là. Ben, c'est un beau défi. Peut-on le faire au sein aussi en allant affecter la manière même dont le cursus est construit? Et finalement, si on veut retomber, ma troisième remarque, si on veut retomber sur des bases en éducation à la citoyenneté mondiale, et là, je fais juste référence aux écrits, par exemple, de David Lefrançois qui situe la citoyenneté mondiale un peu en 3 dimensions. La dimension socio-identitaire qui a beaucoup été traitée hier grâce aux interventions des panélistes, la dimension juridique et la dimension politico-participative. La dimension socio-identitaire, ça a été très bien exploré. La dimension juridique, quels sont les droits, les devoirs, quand on parle d'éducation aux droits humains, ça rentre là-dedans, quels sont les droits, les devoirs, les responsabilités, les libertés, qu'est-ce qu'on veut construire de ce côté-là, et c'est sans oublier de nous rappeler encore une fois, et je vais reprendre en même temps ce qui a déjà été dit par Jean-Marc, les propos de la Déclaration du Québec responsable aussi du monde, qui proclame déjà une forme de responsabilité. On est déjà rentré dans cette sphère-là, on ne l'a peut-être pas nommé, mais on est en train de la construire. Et éventuellement, ben, la dimension politico-participative, ben, c'est ce qu'on entendait à toutes les tables. Comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on construit dans le système scolaire, comment est-ce qu'on construit à l'extérieur du système scolaire, comment est-ce qu'on s'assure que les jeunes avec lesquels on travaille aient les outils, non seulement pour changer ou résoudre des enjeux auxquels on est confronté maintenant, mais qu'on puisse affronter également ben, les défis qui s'en viennent, les défis du futur, et qu'on s'attaque directement aux causes et non seulement aux symptômes. Mais encore pour ça, ça revient directement à mon point de départ qui est arrivons à une définition, ou peut-on arriver à une définition de qu'est-ce qu'on souhaite comme modèle de citoyen du monde, de citoyenne du monde, comment on le construit, on identifie, hein, savoir, savoir-faire, savoir-être, on identifie tout ça. Après, ben, comme le mentionnait d'ailleurs Alex à la table, j'étais content, j'ai dit, ouais, enfin, bref, je reviendrai pas là-dessus. Mais c'est ça, cartographions, à quoi chacun des organismes contribue, et ensuite, c'est tellement facile de se faire un magnifique plan de match, et là, on élabore en ce moment les jalons d'une stratégie en ECM, c'est un moment qui devrait nous enthousiasmer, parce qu'on est en train de construire, on est en train de se construire un projet de société, et ça, c'est une démarche qui vaut de l'or. Et si on peut faire vivre ce projet-là à tous ceux qui sont à l'extérieur de la COSI également, embarquer des partenaires, ben, mission accomplie. Merci beaucoup, Philippe. Merci, merci. Alors, une troisième présentation par Molly. Merci. OK, merci. Je pense qu'on était à la même réunion, c'est réconfortant. Je vais juste peut-être ajouter quelques observations. On a parlé hier, puis on a décidé que moi, je pourrais aussi parler du non-dit, des choses peut-être qu'on n'a pas entendues. Mais juste d'abord, il y a 2 choses à ajouter aux présentations. C'est l'idée que moi, j'ai trouvé les informations du sondage hier très intéressantes, mais ce qui m'a frappé, c'est comment on parlait de l'ECM globalement
quand il y a vraiment des dynamiques très différentes quand on travaille en milieu scolaire et en milieu social ou public. Et donc, un jalon pour l'avenir, j'aimerais recommander que cette spécificité soit plus reconnue. Et quand on parle de renouveler les méthodologies, les moyens de faire, que le travail en milieu scolaire, le milieu formel de l'éducation soit étudié spécifiquement et le travail en milieu social public aussi. Il y a des liens à faire, c'est certain, mais on ne peut pas parler de ça globalement. On ne peut pas vraiment pousser notre analyse et notre compréhension si on les sépare pas. L'autre chose, ben, je vais aller directement. Cette question de ce que j'ai entendu dans les séances formelles d'hier, pas nécessairement dans les pauses ou les dîners ou avec le vin, c'est une grande préoccupation pour le financement comme c'est venu toujours comme le grand obstacle. Et je pense qu'il faut faire attention. C'est certain que le financement est important, mais même en tant que bailleur de fonds, si on vient me dire que le plus grand problème qu'on a, c'est un manque d'argent, moi, c'est une sonde de cloche un peu inquiétant parce qu'il y aura toujours un manque de financement, mais aussi si en tant que praticien, nos grandes préoccupations ne sont pas des préoccupations de pertinence, de méthodologie, comment améliorer nos façons de faire, mais de dire toujours qu'avec plus d'argent, on pourrait réussir. Je pense que ça va pas nous amener où on veut aller. Alors, je pense qu'il faut faire attention et même dans l'analyse des problèmes de financement, d'aller un peu plus loin que dire on n'est pas assez valorisé, on n'est pas assez courtoisie. Tu sais, c'est comme une plainte. Au lieu d'une analyse de la conjoncture, le changement dans le contrat social qui fait en sorte que les débats sont pas financés par l'État, les engagements des citoyens. Puis, comment est-ce qu'on peut arriver à financer une autonomie, une indépendance aussi qui nous aide à faire ce qu'on a à faire? Parce qu'une autre préoccupation, c'est quand on écoute, on ne peut pas faire ça à cause des bailleurs, mais bon, il faut se demander c'est quoi notre mission et à qui est-ce qu'on est redevable. Ça, c'est lié à la troisième chose que je n'ai pas entendu assez, qui m'a étonnée un peu. Mais comme j'ai dit, je l'ai entendu dans les corridors, dans les toilettes, autour du vin. C'est notre grande préoccupation pour le sort du monde, pour l'état actuel du monde dans lequel on vit et l'urgence d'arriver à faire des changements et à protéger les personnes qui défendent la terre, qui défendent les droits de la personne, de changer des aspects de notre système économique qui nous amènent vraiment vers une destruction sérieuse de nos sociétés. Alors, je crois que c'est pas parce qu'on n'est pas préoccupé par ces questions, mais on a la difficulté à les amener dans les salles où on travaille. Et faire la réflexion continue est nécessaire pour mieux comprendre les enjeux sociaux. Et ensuite, déterminer où est l'éducation dans cette analyse de la situation et quelles sont les implications méthodologiques dans ce qu'on fait. Dans beaucoup de regards sur l'avenir de l'éducation, l'avenir de la coopération, on est vraiment pris dans un cadre logique, un cadre de pensée créé par la gestion par les résultats, qui questionne beaucoup l'efficacité et pas beaucoup la pertinence de ce qu'on fait. Alors, on peut facilement mieux faire ce qu'on fait sans se demander est-ce qu'on devrait faire ce qu'on fait. D'où vient l'idée que ce qu'on fait est pertinent aujourd'hui? On parle beaucoup des états généraux, mais moi, je pense que c'est le temps de renouveler notre analyse. C'était important à l'époque où on l'a fait, mais même si juste faire un petit exercice personnel, si je me mets il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que j'aurais pu imaginer le monde dans lequel je vis maintenant? Alors, je pense qu'il faut s'asseoir ensemble aussi pour faire une analyse de
pas juste la conjoncture aujourd'hui, le financement, merci, mais les trajectoires qu'on voit, les trajectoires de notre système. Est-ce qu'on est en train de vivre l'effondrement du capitalisme, comme beaucoup le disent? Est-ce qu'on vit avec un système qui ne pourrait jamais changer, donc il faut composer avec? Quelqu'un a dit, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on accepte ça? Et si on fait une analyse qui nous aide à voir, comme Leonard Cohen le disait, the cracks that let the light in. Il faut faire cette analyse pour mieux choisir nos interventions et nos façons de faire. Est-ce qu'on voit le public comme des personnes qui connaissent rien, qui sans nous sauraient jamais comment intervenir ou avoir des valeurs de partage d'humanité? C'est comme ça qu'on les voit? Ou, alors, je pense que comme jalon pour l'avenir, je pense que ça serait bien de regarder l'importance de cette analyse qui continue, l'importance d'étudier dans ce contexte d'une analyse sociale la place de l'éducation. Et c'est quoi l'éducation finalement? Dans un effort de changer la société. Qu'est-ce que ça demande comme méthodologie? Ce que j'ai entendu hier qui était dit, c'était une volonté de se concerter, une volonté de travailler ensemble, d'améliorer les pratiques. Donc, je pense qu'on peut travailler là-dessus, on peut construire là-dessus. J'étais dans un petit groupe qui a parlé de la valeur de l'analyse sociale. Mais dans nos réflexions, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le monde entre dans la salle et que ça soit pas juste un contexte, un toile de fond pour nos activités qu'on aime faire puis qu'on fait bien. Bon, ça c'est mon petit mot. Merci.